Il est l'un des jeunes Français talentueux, il évolue et il évoluait cette saison à Toulouse. J'ai l'honneur de recevoir pour ce nouvel épisode Nathan Ferral. Salut Nathan. Eh ben salut Jérôme, merci de me recevoir ici, c'est vraiment cool. On se dit salut comme si ça faisait pas 15 minutes voilà, qu'on parlait déjà exactement. ensemble. T'avais déjà vu l'épisode avec Amir peut-être ou pas? Ouais, j'ai vu l'épisode avec Amir, j'ai vu tous les épisodes en fait. Bon ça va, pour l'instant il y en a deux. Donc, Ouais, les deux épisodes je les ai vus. Ouais. Trop bien, trop bien. Et bah écoute, je suis super content de faire ça avec toi. On avait déjà fait une interview pour la Ligue aussi, mais là c'est cool, on peut vraiment parler, on a vraiment du temps et tout. Ouais, c'est cool. Mais l'idée c'est de voilà, faire un peu le tour de toi. Donc forcément, il y a des questions qu'on t'a déjà posées 1000 fois pour 8000 interviews, mais je vais essayer d'innover aussi. Logiquement, t'inquiète avec plaisir. Toi, t'es né le 9 juillet 2023. 2003. Ouais. 2003, pardon, Ouais, c'est vrai que 2023, tu serais super grand pour ton âge, pardon. Non, 2003, effectivement. Putain, il a 2 ans, il est quand même sacrément fort déjà. Non, quoi. quand même pas. Non. 2003, pardon. Non, t'as grandi autour de Besançon, exact. avec 2 parents profs de PS. Et t'as un petit frère aussi. Je sais pas si t'as plus de frères et sœurs. J'ai un petit frère, ouais. Ok. J'ai un petit frère. Du coup, t'as grandi autour de Besançon. Et j'ai lu qu'au départ, t'étais pas du tout intéressé par le volley, parce que ton papa était joueur aussi en N1, l'équivalent de l'élite maintenant, la 3ème div. Mais toi, non, c'était même, ça te rebutait un peu, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, quand j'étais petit, j'allais voir les matchs. Moi, le plus proche de chez moi, c'était Chaumont. Donc j'allais voir les matchs à Chaumont. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'allais voir souvent Julien Vincan-Muller qui jouait avec nous cette saison et la saison passée. Il jouait à Chaumont au moment où j'allais voir les matchs, donc j'allais le voir quand j'étais petit. Mais non, je sais pas, j'ai testé plein de sports. J'ai fait de l'athlétisme pendant 3 ans, du handball pendant 3 ans aussi. À un moment donné, je voulais faire que du foot. Donc j'ai dit à mon père, cette année, c'est le foot ou rien. Et donc mon père il m'a dit bon on va te mettre au foot et finalement aucun de ces sports m'a vraiment plu et j'ai commencé le volley parce que on était allé la nuit du volley. Ouais voilà c'est ça. C'était quand j'avais 12 ans 11 ans et mon père, je sais plus si c'est mon père ou ma mère qui m'avait amené à la nuit du volley du club de Besançon et finalement j'ai vraiment aimé à ce moment-là et on faisait un peu de volley au collège etc donc ça m'avait plu donc je me suis inscrit la saison d'après. Je faisais hand plus volley la première année et après que volley quoi. Pour que le volley ça te plaise au collège, parce que le volley du collège quand même c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'était vraiment, je sais pas, à la nuit du volley là, ça m'avait plu de jouer avec les mecs du club et tout et du coup j'ai vraiment accroché à ce moment-là quoi. Ça c'est une question que j'aime bien poser, mais est-ce que tu penses que t'aurais pu faire carrière dans un autre sport? Genre en athlé, en foot, en handball En athlé j'étais pas trop mal, mais de là à dire faire carrière, franchement, je pense pas. Je faisais du demi-fond quand j'étais petit, mais sauf que avec ma taille, je pense que ça aurait pas fait long feu. Au hand, peut-être, je sais pas. C'est dur à savoir hein, en réalité. Mon plus gros atout quand même au volley, je pense que c'est ma frappe. Donc il aurait fallu un sport. Tu vois, par exemple, des fois, je me dis le basket, mais le basket, j'ai aucun. Je sais pas si j'aurais vraiment eu des avantages à mon physique pour faire du basket. Le hand peut-être, mais quand j'en ai fait, j'allais pas au contact, j'avais un peu peur. C'est vrai, okay. Ouais, j'étais un peu fin et tout, et je sais pas, j'aimais pas aller au contact, donc ça a jamais vraiment marché quoi. Mais c'est vrai que le hand c'est super dur. J'ai Johan Crozia, du coup le speaker de Toulouse, qui lui est beaucoup dans le hand aussi. Un jour il m'a vu faire un essai sur du hand, mais il m'a dit mais putain tu ressembles à rien quoi. Ah mais le hand on se rend pas compte quand on fait du volley, mais c'est des sports où il y a quand même pas mal de contacts et il faut rentrer dedans quand même un peu et on n'est pas du tout habitué à ça nous. Il y a le filet. Ouais, quand ça parle un peu déjà, il y a déjà l'arbitre qui intervient et tout. Exactement, alors que vraiment ça se rentre dedans et à haut niveau, nous on va voir souvent le match des Phoenix à Toulouse et franchement c'est vraiment impressionnant, hein, très impressionnant comme sport. Donc de là à dire que j'aurais fait carrière, franchement je vais pas m'avancer là-dessus, mais c'est sûr que j'aurais peut-être pu faire quelque chose dans d'autres sports, mais de là à dire que j'aurais fait comme au volley... Pas de Florent Manounoud prévu quoi. Ouais, carrière non, dans la piscine, puis ça repart. Ok, ça marche. Non, ça je pense pas. Quand je prépare un long format comme ça, je regarde et je lis. Enfin, j'essaye de tout voir, toutes les interviews que t'as fait auparavant. Ouais. Et j'ai lu un truc, et je pense qu'on se ressemble beaucoup là-dessus, c'est que t'avais un peu un aspect genre obsessionnel, et que quand tu voulais, tu vois, bosser dans un domaine et tout, tu t'y mettais à fond, tu vois. Et j'ai lu qu'à un moment, quand t'étais petit,
c'était le cas avec le Rubik's Cube, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu te prends de passion et tu veux faire des compétitions. T'en fais encore un peu ? Ouais, un peu. J'en ai une tonne chez moi encore. Là, par exemple, j'étais en vacances avec mes parents, j'ai trouvé un Rubik's Cube dans la chambre. Forcément, j'allais en faire un petit peu, tu vois. À quelques moments, c'est toujours un truc. Ouais, j'ai toujours eu ce truc-là obsessionnel où quand je me mets à un truc, je m'y mets à 110%. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça dure 2 mois et des fois, ça dure bien plus longtemps. Et ouais, je me passionne de vachement de trucs. Donc, ça a été le cas pour le Rubik's Cube, par exemple, à un moment donné où j'ai fait de la compétition et tout, quand j'étais jeune. Et est-ce que c'est la même avec les cours ? Parce que là, t'es en DUT informatique, du coup. Ouais. Est-ce que t'as ce côté un peu obsessionnel ou Alors non. T'es content que t'en sois bientôt fini ? Oui. En vrai, je suis content que ce soit bientôt fini, mais je suis content d'avoir tenu le rythme aussi, parce que ça fait 4 ans là, du coup, que je suis en DUT. Et le rythme n'était pas forcément facile à tenir. Au CN, je vais apprendre rien à personne, mais il y en a certains qui vont pas trop en cours, on va dire. Et donc, c'était pas facile de se lever tous les matins et de se motiver à aller en cours pour les études, quoi. Donc, je suis content de l'avoir fait là. Quand j'arrive au bout, je suis content d'avoir fini. Et il y a plusieurs moments où je me suis dit, est-ce que j'arrêterai pas là et est-ce que je ferai pas que du volley, quoi. Et donc là, j'arrive au bout et je vais sûrement, normalement, je vais valider. Donc, je suis content de l'avoir fait, même si c'est qu'un DUT. Moi, je sais les efforts que j'ai mis dedans et je suis vraiment content. Si je le valide, je serai vraiment content de ça. Alors, j'ai eu Antoine Brizard au téléphone il n'y a pas très longtemps. Ouais. Parce qu'on parle souvent en France de ce double projet, tu vois. Le projet école, en gros, et le projet sportif. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a dit à Antoine, en fait, le volley, c'est un truc à plein temps, en fait. Donc, double projet, c'est chaud. En plus, Antoine, il voulait faire médecine. Et ouais, il y a un moment, tu t'es dit, vas-y, c'est bon, j'en ai marre et je whip tout, quoi. J'en vois que au volley, quoi. En fait, ce qui est compliqué, c'est que nous, par exemple, on a des périodes avec l'équipe de France où il y a des qualifications pendant la saison. Donc là, on rate des grosses périodes de cours. Là, depuis que je suis à Toulouse, des fois, on joue le mardi à l'extérieur. Donc déjà, quand je joue le mardi à l'extérieur et le vendredi, je rate quasiment une semaine de cours, en fait. Et donc, c'est ça qui est assez frustrant, en fait. C'est que je me dis que sûrement j'ai le niveau. Enfin, ce que je me disais, du coup, je vais réussir à valider certainement, mais ce que je me suis dit pendant ces 4 ans, il y a plein de fois où je me dis c'est dommage parce que j'ai le niveau et je pourrais faire quelque chose de bien et en fait je galère parce que je suis absent pendant 2 semaines, je reviens. Là j'ai été encore absent pendant 1 mois là, quand on allait faire un tour en tournoi aux Émirats là, j'étais absent 3 semaines, 1 mois en cours, quoi. Donc voilà. Et surtout que les gens se rendent pas compte, les gens se disent parfois putain la vie de sportif pro c'est bien quand même. Je vous le dis, c'est dur. Genre quand t'enchaînes 2 entraînements par jour en muscu machin, physiquement t'es crevé, le soir t'as pas forcément envie d'apprendre des trucs, quoi. Ouais, bien sûr. Alors en fait c'est la fatigue, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on a du temps. Enfin on a du temps en réalité quand on est sportif. Ça dépend si on joue les championnats d'Europe ou les ligues européennes. Mais lorsqu'on joue pas les ligues européennes, comme nous, Toulouse, cette saison, on pourrait se dire qu'on a quand même pas mal de temps parce qu'on joue en général 1 fois par semaine. Pendant les playoffs 2 fois par semaine et quelques fois dans la saison 2 fois par semaine. Donc ça fait un emploi du temps qui n'est pas forcément extrêmement chargé, mais en fait, en réalité, c'est la fatigue le plus gros bémol, parce que le matin, quand on doit aller en cours à 8h, ça veut dire qu'on se lève moi je me lève à 6h45, je vais en cours jusqu'à midi, je mange, je vais à l'entraînement. Et j'ai muscu ensuite, parce que du coup, les pros, ils ont muscu le matin. Moi, je fais la muscu soit avant, soit après l'entraînement. En réalité, quand on est pro, on a du temps, mais le plus gros problème, c'est de récupérer et d'être en forme pour les week-ends, quoi. Puis, mine de rien, genre, pour les papis comme moi, là, maintenant, avec les 27 ans qui arrivent, la sieste, ça devient de plus en plus normal, mais c'est que les gens de 19, 20 ans, tu vois, 16, 17, moi, tu me disais, tu vas faire la sieste, tu rigoles ou quoi. Ouais. Mais, pour les pros, c'est limite un fondamental, quoi. Ah, mais c'est obligatoire, en fait. Moi, dès que je peux, je fais la sieste. Là, aujourd'hui, j'ai pas pu faire la sieste. Tu m'as retiré ma sieste. C'est de ma faute. mais non, dès que je peux, je fais la sieste, ça c'est sûr. Mais par exemple, voilà, quand je vais en cours, il y a des fois, j'ai pas le temps de faire la sieste parce que je dois aller en muscu ou à l'entraînement directement. Et forcément, si on s'entraîne moins bien, on joue moins bien le week-end. On joue comme on s'entraîne la semaine, ça c'est pas un secret. Donc c'est sûr que voilà, c'est ça qui est le plus dur à gérer, en fait, de gérer la fatigue lorsqu'on va en cours, qu'on enchaîne les entraînements et les cours et les matchs. Voilà, c'est pas facile, mais je pense que c'est possible. J'en connais qui ont fait de plus grosses études que moi. Moi, c'est un DUT, ça demande beaucoup de présence, mais c'est pas les plus grosses études qui soient, c'est sûr. Ça reste un bac plus 2. Mais je connais plusieurs mecs qui sont en kiné, par exemple. Alexandre Bouchez et Nathan Canovas qui font kiné. Okay. Et donc là, par contre, c'est quand même des études qui se demandent encore plus de temps, de révision. Et donc
Donc non, c'est possible, mais faut le vouloir, quoi. C'est sûr que c'est pas aussi facile. Enfin, c'est pas pareil qu'un emploi du temps normal. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, tu l'as dit, t'es en DUT informatique. Est-ce que pour autant, c'est ce que tu te vois faire après le volley ou pas? Parce que moi, par exemple, j'ai fait une licence en droit, et genre tout se passait bien, je restais parce que je réussissais. Et au bout de 3 ans de licence, mais je me suis dit, mais putain, mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire un métier dans le droit, tu vois. J'en ai rien à foutre, quoi. Alors en fait, c'est assez compliqué. Moi, je me suis assez vite posé la question de ce que je voulais faire, que ça soit volley ou études, en fait. Quand je suis arrivé à la fin de ma première année de DUT, je me suis dit que j'aurais peut-être aimé changer. J'ai hésité à changer à la fin de la première année. Mais en fait, moi, mon premier projet, c'était le volley. Je sentais que ça commençait à marcher. Et donc, je me suis dit qu'il valait mieux que je valide en étant sûr que j'avais déjà commencé quelque chose. J'avais commencé à valider des matières quasiment ma première année, en fait. Donc, j'ai préféré finir ce cursus-là plutôt que de chercher autre chose, sachant que je savais pas vraiment, en fait, ce que j'allais faire d'autre si j'arrêtais ça. Moi, mon idée après le lycée, c'était ça, parce que j'ai toujours été manuel. Donc, du coup, je fais un DUT électronique informatique. J'ai toujours aimé ça. Je faisais de l'impression 3D, je montais des drones, des cartes imprimées, tout ça. J'adorais ça. Donc je me suis dit, ok, ça a l'air bien, je vais faire ça. Au collège, en techno, tu cassais tout, quoi. Ouais, j'adorais ça. Moi, j'ai toujours adoré ça, vraiment. J'ai monté mon imprimante 3D et tout. J'adorais ça. Ça fait partie des trucs un peu obsessionnels que j'avais. Ok. Je vais te recruter chez LVF un jour. Ouais, voilà. Et donc, du coup, je me suis dirigé là-dessus. À la fin de la première année, j'ai hésité à continuer ou pas. J'ai continué donc pour pouvoir valider quelque chose, avoir une sorte de sécurité si jamais je me blesse ou si jamais quoi que ce soit. Après, en réalité, après ma carrière, je sais pas si c'est vraiment ce que je voudrais faire pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est un domaine qui évolue beaucoup. Donc ça fera 10-15 ans que j'aurais rien fait dans ce domaine. Et en plus de ça, c'est pas des grosses études. J'ai pas fait une école d'ingénieur. J'ai que un bac+2. Donc je sais pas vraiment si c'est ce que je veux faire après ma carrière. Après, c'est un domaine qui me plaît, donc j'aurais pu continuer si j'avais pas fait de volley dans une école d'ingé ou quelque chose comme ça. Après, t'en es loin encore de ta fin de carrière et tout, mais c'est vrai que, putain, des fois, quand tu passes 10-15 ans dans un domaine, tu te dis, en fait, je suis bien, tu vois, genre peut-être coach et tout, ça te plairait, peut-être, ou genre manager ou... C'est dur. Coach, je sais pas, en fait, je sais pas si je serais prêt à faire encore tous les déplacements toute la saison, je sais pas. Ça, en vrai, je pense pas, coach. Coach de jeune, peut-être, je me dis. Mais c'est quand même très dur. J'ai 21 ans, je t'avoue que j'ai encore du mal à me projeter là-dessus. Clair. Mais je pense que j'aimerais quand même garder un pied dans le monde du volley, que ça soit en investissant dans des clubs ou en étant manager ou en étant quoi que ce soit. Mais coach, je pense pas, non. Putain, 21 ans, mais bordel, je prends un tel vieux, c'est une catastrophe, mec. J'ai l'impression que j'avais 21 ans hier, quoi. Bon, je vais parler un peu plus de volley maintenant, plus précisément. Tu fais du volley, tu rentres au pôle de Lyon, et tu fais aussi des sélections pour rentrer en équipe de France jeune, aussi au départ, et t'as été refusé au départ, parce que techniquement, t'avais un trop gros retard. T'étais vraiment en retard de ouf à l'époque? Ouais. Alors en fait, c'est quand je suis en 3e, donc j'ai 13 ou 14 ans, 13 ans je pense. Je fais les DTN, donc les détections nationales. Je me rappelle, j'étais avec plein de mecs avec qui je joue aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y avait Alexandre Bouchez, Quentin Fabrowski qui était à Toulouse l'année dernière, plein d'autres joueurs comme ça qui jouent un peu partout en France. Mais donc j'ai fait ces DTN et on m'avait dit tu peux essayer de faire les sélections Pôle Espoir. Si tu tombes sur une année un peu faible, peut-être que tu pourras être sélectionné au Pôle Espoir. Voilà, c'était un peu de chance, quoi. C'était un peu ça l'idée. Mais après, à juste titre, j'étais pas technique, j'étais juste un peu grand. Et encore, je devais faire 1m88. À 14 ans, c'est pas... Oui, c'est dit comme ça, oui. Mais en fait, en réalité, pour un futur volleyeur pro, c'est pas forcément... Tu vois, c'est pas forcément énorme, en fait. Et donc, finalement, j'ai un peu grandi. J'ai été sélectionné au Pôle Espoir parce que... Il pensait que j'avais du potentiel, pas pour mon niveau sélection. Mon père, quand on est sorti de test au Pôle Espoir, il m'a dit alors, soit il sélectionne au niveau que tu avais là, et donc t'es pas pris, soit il sélectionne au potentiel, et là t'es pris. Donc on verra. Et donc, ils ont sélectionné au potentiel, visiblement. C'est dur d'entendre ça à 14 ans, quand même. Ouais, mais après, mon père, il le savait parce qu'il a fait un petit peu de haut niveau, on va dire. Et je pense que c'est bien de conditionner les jeunes comme ça. Plutôt que de vendre un rêve qui exactement, pas, quoi. Parce que en réalité, ce qu'on ne dit pas forcément, c'est que quand tu rentres dans un pôle espoir, tout le monde a envie de finir pro, etc.
mais il y a un mec par génération qui va vivre du volley en fait. Ouais, c'est clair. Et donc faut pas mettre que le volley en ligne de mire, il faut penser à ce qu'il y a ailleurs à côté du volley aussi. Et donc mon père il m'a dit ça, et finalement j'ai été sélectionné pour ce potentiel que le coach a dû voir peut-être, et donc voilà comment je suis rentré. Surtout que ton papa, je vais reprendre ces mots parce que j'avais lu une interview, il disait que justement lui il t'avait pas poussé vers le volley. Il avait dit je ne voulais pas du tout que mon fils réussisse dans le volley parce que moi je ne l'avais pas fait. Trop de parents agissent ainsi avec leurs enfants. Je trouve ça bien quand même, tu vois. Mais c'est vrai, et je pense que plus de parents devraient penser comme ça aussi. Après, je dis pas que tous les parents pensent comme ça, c'est bien évidemment que non, mais ça doit être le cas de certains, et il faut pas tout miser sur un seul plan. C'est pour ça aussi que j'ai fait un double projet, on sait jamais comment ça va évoluer, et jusqu'à 19-20 ans, moi je savais pas en tout cas si j'allais faire du volley mon métier en fait, hein. Maintenant je le sais, mais pour combien de temps je sais pas, et à quel niveau je sais pas. C'est quand même le sport de haut niveau, c'est un milieu qui est assez incertain, donc vaut mieux t'es à l'abri de rien, quoi. Voilà, t'es à l'abri de rien. Une blessure, ou tu trouves plus de club, ou tu fais une mauvaise saison. Les revenus sont pas stables, il y a énormément de facteurs à prendre en compte pour une carrière de sportif, et c'est quand même, faut faire quand même attention à ça, je pense. Mais du coup, à partir de quel moment tu t'es dit en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Enfin, à quel moment t'as compris que tu pouvais être pro, surtout? À quel moment j'ai compris que je pouvais être pro? Je pense quand je suis arrivé à Toulouse, je pense. Quand je suis arrivé à Toulouse. Au CFC du coup? Alors en fait, moi quand je suis arrivé à Toulouse, je faisais tout avec la pro. Ouais, c'est vrai. Et je jouais juste avec le CFC, je faisais pas les entraînements CFC. Nous c'est comme ça dans ce club-là, je sais pas exactement comment ça marche ailleurs, mais en général, nous on a 8 joueurs pro et 4 ou 5 joueurs CFC qui viennent compléter l'effectif pro pour s'entraîner et pour les matchs. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Toulouse après le Pôle France. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais faire de ça mon métier. Après, au Pôle France, c'était toujours difficile moi en tout cas, je savais pas évaluer mon niveau, savoir où on pouvait aller, etc. C'est un flou quand même. Moi, je me rappelle que quand je suis rentré au Pôle Espoir, au bout de 6 mois, je parlais avec Hubert Casabon, qui était coach au Pôle France, qui est maintenant responsable du pôle IDF. Voilà. Okay. Et donc, il me disait, il faut que tu te fixes des objectifs à 1 mois, à 6 mois, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. Qu'est-ce que c'est les objectifs, quoi? Donc moi, j'avais dit, mon objectif, mon rêve, quoi, c'est de jouer en Liga, en fait, mon rêve. Et au final, 2 ans après, je joue en Liga et je suis titulaire en Liga, ce qui était mon rêve. Donc c'est comme ça que c'est compliqué. On sait jamais comment ça peut se passer. Ça aurait pu très bien aller à l'inverse aussi, où ça aurait pas marché, ça aurait pas pris, et voilà. Donc je suis très content d'être à ma place aujourd'hui et de jouer au volley et d'en faire mon métier, ça c'est sûr. Est-ce que c'était un choix évident, Toulouse? Parce que pour ceux qui suivent de loin, c'est vraiment le club qui a l'image de lancer les jeunes, etc. Donc voilà, t'étais au pôle de Lyon, tu rentres au CNVB, donc le Centre National de Volleyball à Montpellier, qui est en gros les équipes de France jeunes, quoi, où toutes les générations passent. Et juste après, du coup, le but c'est de sortir et d'aller en pro. Et toi, t'arrives du coup à Toulouse. Est-ce que c'était le choix est-ce que c'était évident pour toi quand tu as eu la proposition, je veux dire? Alors en fait, quand je suis rentré à Montpellier et que j'ai commencé mes études, quand j'ai choisi de faire ce cursus d'études, j'ai déjà regardé directement quel club je pourrais faire après le Pôle France pour continuer mes études en fait. Donc quand je suis rentré au Pôle France, je savais qu'à Toulouse, je pouvais continuer mon cursus d'études en DUT. Ah oui, ok. Et donc je savais qu'il y avait d'autres endroits également, bien sûr. Et non, en sortant du Pôle France, j'avais plusieurs options, mais la meilleure option était quand même Toulouse. Je pensais en termes de temps de jeu et en termes de tout ce qui est connu pour pourquoi est réputé Toulouse. Voilà, je pensais que c'était la meilleure option. Et donc je suis vraiment content d'avoir fait ce choix parce que le pari a marché visiblement, parce que maintenant je joue. Donc c'était le but et donc je suis vraiment content. Donc tu rejoins Toulouse en 2023. Ouais. Comme tu disais, tu fais partie des jeunes du CFC qui est avec le groupe de la pro. Et tu rentres pas beaucoup la première saison. Tu rentres surtout beaucoup au service. Il y avait Julien Winkelmüller qui était là. Est-ce que tu penses, a posteriori, que tu aurais mérité plus de temps de jeu sur cette première saison? C'est très difficile à dire. Alors en fait, c'est une histoire d'opportunité. Et des fois, on tombe sur une opposition, une concurrence où on va avoir plus de possibilités de temps de jeu, et des fois non. Il se trouve que cette saison-là, donc la saison passée, Julien a fait une très grosse saison, très complète, donc j'ai eu assez peu d'occasions de
de rentrer. Je commençais à mûrir un petit peu dans mon jeu et je pense que j'aurais pu jouer plus. Maintenant, dire que j'ai eu plus d'occasions, Julien était très bon, ça tournait, on a fait une des meilleures saisons de Toulouse depuis plusieurs années, quand on a fait une très bonne saison cette année aussi. Mais l'année dernière, ça faisait 5 ou 6 ans, je sais plus, peut-être même 8 ans, que Toulouse n'était pas allé en play-off. Donc l'année dernière, on va en play-off, donc avec Julien qui joue très bien, donc je comprends que j'ai pas joué plus, même si moi, forcément, j'avais envie de jouer. Tu bouillonnais, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et les peu de fois où je suis rentré, j'avais très bien joué, donc forcément, c'était assez frustrant pour moi, parce que je rentrais au service, ça marchait bien, je rentrais à l'attaque, ça marchait bien, donc j'attendais qu'une seule chose, c'était de jouer plus. Donc non, forcément, c'était un peu frustrant. Après, je comprends que Julien jouait très bien aussi, donc il était titulaire, quoi, logique. Surtout que, ouais, effectivement, vous aviez été au play-off, vous aviez fait une putain de série, 5 matchs contre Tourcoing, 2 matchs gagnés à domicile et le dernier perdu là-bas, c'était au taille, je crois, 3-2. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'enchaînes avec Toulouse pour la saison actuelle, 2024-2025, où plus tard dans la saison, bah, tu prendras la place de Pointu titulaire. Mais est-ce que ça, c'était prévu en début de saison? Par moi ou par les coachs? Un peu les deux. Non, alors en fait, les coachs m'ont toujours dit que le meilleur aura sa place, en fait. Donc moi, par contre, c'est sûr que dans ma tête... T'avais les crocs, quoi. Ouais, moi, j'avais les crocs, donc moi, je me suis dit... mon but, c'était d'être titulaire dès le début de la saison et de jouer très rapidement, quoi. Ça, c'était fixé dans ma tête. Tout l'été, on sortait de l'équipe de France, où on fait champion d'Europe. Ouais. Et quand on arrive à la prépa, moi, je sais que je suis là pour prendre la place directement. Hein. Bon, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut le prendre, je pense. Il ne faut pas le prendre autrement. Et voilà. Et moi, j'étais là pour ça, c'est sûr. Donc, on fait une bonne prépa, etc. Bon, forcément, c'est, entre guillemets, logique, on va dire. C'est Julien qui commence la saison. Bon, il est premier pointu sur le papier. C'est un choix logique pour moi de ne pas mettre son deuxième pointu titulaire au premier match de la saison, c'est pas envisageable, on va dire. Donc je rentre un petit peu, je rentre au service, et au bout de 5 matchs, je crois, quelque chose comme ça, je rentre à l'attaque. Ouais, contre Saint-Nazaire, je rentre au premier set, et donc là j'ai ma chance. Et tu fais un bon match, ouais. Ouais, je fais un bon match, et le coach cette fois-ci me fait confiance, et il me met la semaine d'après à Paris, où je fais, je pense, un des meilleurs, voire mon meilleur match de la saison à Paris. Et donc après, de fil en aiguille, je suis resté sur le terrain. Et donc j'ai pris la place de titulaire comme je le souhaitais. Et du coup, si on avance un peu dans la saison, le club accepte de libérer Julien, qui lui part à Tel Aviv, si je ne me trompe pas, en Israël. Et là, ça y est, quoi. Là, tu as les clés, c'est t'es pointu titulaire, t'étais prêt, et même si t'étais prêt ou pas, petite pression quand même ou pas d'avoir ça y est le job, quoi. Ouais, un peu. Alors en fait, Julien il part parce qu'il a envie de jouer plus, parce qu'il a une bonne proposition ailleurs et parce que ça arrange le club de te lancer, de me lancer et de payer un salaire en moins. Oui, c'est sûr. Donc du coup ils font ce pari là de me mettre tout seul. Donc c'est vrai que pour moi déjà c'est une victoire, même si j'attendais pas que Julien parte pour que ça soit une victoire, mais je veux dire c'est qu'ils me font vraiment confiance. Ouais. Et qu'il n'y a que moi, maintenant, tout repose sur mes épaules, entre guillemets, à ce poste-là, quoi. Il n'y a pas d'autre option. Donc forcément, petite pression supplémentaire, mais bon, j'ai essayé de prendre les matchs point par point, match par match, pour pas penser à ça, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais forcément, pression supplémentaire, je signe pro en plus, parce que du coup, il y a un pro en moins, enfin, il signe un pro, voilà, je signe pro. Donc forcément, changement de statut, mais très content, franchement très content, et j'ai plutôt... assumer, on va dire, le rôle de premier pointu, je pense, même si on n'a pas fait les résultats qu'on souhaitait en fin de saison, mais non, je suis plutôt content de cette saison, c'est sûr. Il y a un truc que tu m'avais dit très tôt dans la saison, c'est je reste. Et je veux rester. Ouais. Pourquoi la question d'après, c'est est-ce que tu as eu des propositions, etc. Mais pourquoi tu avais cette envie de rester à Toulouse? Parce que très peu d'expérience. J'avais pas beaucoup joué encore en Liga, donc moi dans ma tête faire une saison supplémentaire de A à Z avec le rôle de premier pointu, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je le voyais comme ça à ce moment-là. Alors au fur et à mesure de la saison, il y a quelques fois où
j'ai un peu hésité, on va dire, par rapport à ce choix, parce que voilà, je t'avais dit, moi je veux rester, etc., prendre de l'expérience. Mais bon, forcément, quand il y a des offres qui viennent, etc., j'ai un peu hésité. Pour finir, bon, finalement, je reste à Toulouse. Mais ouais, c'est pour ça que j'avais dit ça, pour prendre mes responsabilités encore plus que cette saison, quoi. C'était ma question suivante. Alors, je veux pas savoir ni combien, ni où, ça me regarde pas. Mais est-ce que tu as eu des offres croustillantes, quoi? Ouais, non, ça va quand même. Il y avait d'autres options intéressantes. Donc, bon, j'ai fait ce choix de rester à Toulouse pour, au départ, pour jouer avec un autre jeune que vous connaissez bien, du nom de Noah Duflo, qui finalement est parti chez les Italiens, l'enfoiré. Mais non, allez, pour toi, ça va. Voilà. Enfin, à sa place, j'aurais fait la même chose, complètement compréhensible. Mais bon, je pense que le projet reste intéressant. C'est juste que forcément, j'étais déçu au moment où j'ai appris ça, parce que c'était une des raisons pour lesquelles j'étais resté à Toulouse, pas la seule, mais c'était une des raisons pour lesquelles j'étais resté. Donc forcément une déception à ce moment-là, après avoir signé et que mon pote y parte, voilà, c'est ça. Mais bon, je pense quand même avoir fait le bon choix, et on verra. De toute façon, je peux pas le dire maintenant, mais je pense avoir fait le bon choix. Je pense que c'est super dur de faire ces choix de carrière. Très dur. Justement, tu vois, quand t'es jeune, quand t'es ambitieux, que tu rêves de grand, que, on va pas se mentir, tu vois, à l'étranger, le salaire est meilleur aussi. Je sais, même à titre perso, je sais pas où t'avais des offres, etc. Mais est-ce que c'est dur de pas partir? Ouais, franchement, c'est dur de faire les bons choix. Franchement, c'est très dur de faire les bonnes décisions. Après, je pense pas qu'un choix peut ruiner ta carrière. Je pense que dans tous les cas, tu peux retomber sur tes pattes et continuer, même si au final, ça s'avère être pas forcément le meilleur choix. Mais c'est sûr que c'est très dur de choisir le championnat, le temps de jeu. Est-ce que je prends un risque à aller chercher une concurrence ou je reste titulaire indiscutable quelque part? Il y a énormément de questions comme ça à se poser, et forcément la période des transferts, c'est jamais une période facile pour personne, je pense, parce que voilà, on a plein de questions dans la tête, donc ouais, non, jamais facile de faire les bons choix. J'ai envie aussi de parler de l'équipe de France Jeune, aussi de cette génération que vous avez eue, du CNVB, etc. Alors pour donner un peu de détails, quand vous jouez au CNVB, vous jouez le championnat aussi en Ligue B contre des équipes professionnelles de Ligue B, et vous êtes que des jeunes Français de la même génération ou une année d'écart. J'ai toujours entendu deux versants, parce que vous perdez beaucoup, c'est une réalité. Ouais, bien sûr. À ton avis, toi, par rapport à ça, parce que j'ai entendu soit putain c'est bizarre, c'est la culture de la loose, on fait que perdre, ou au contraire c'est trop bien parce que ça montre la réalité aux jeunes et ça montre ce que c'est le haut niveau, et ils prennent de l'expérience contre des vrais joueurs, quoi. Alors, ouais, c'est dur à aborder. Je pense que personne ne le vit pareil, en vrai, parce que ça dépend de son aspect par rapport à la compétition, de comment on aborde les choses, de plein de choses, je pense. Je pense que chaque joueur le vit différemment, ce truc-là, de perdre toute la saison. Alors, moi, la saison, enfin, j'ai fait 2 saisons avec la Ligue B. Une saison, j'ai fait la moitié, je sais plus si on a gagné des matchs. Une saison où je fais toute la saison, on gagne 4 matchs. Là, c'était la 2e meilleure saison de l'histoire du CN, après celle de Tognotti. Oui. Bon, il se trouve que la génération d'après ont gagné beaucoup plus de matchs que nous. La génération avec Matisse, tout le monde, là, Lopez, Noah, etc. Ouais. Ils ont gagné avec Thomas Pujol aussi. Il y avait qui d'autre? C'était la même génération. Ouais, Pujol. Bon bref, Dutoit qui est avec nous aujourd'hui à Toulouse. Okay. Donc bon, cette génération-là, ils ont beaucoup plus gagné que nous à ce moment-là. Eux, je pense que la saison, ils l'ont bien vécu, tu vois, parce que quand tu commences à accrocher des matchs, tu vas pas pareil le week-end en match, hein, tu y vas avec les crocs et vraiment en mode on va niquer les vieux là, et, tu vois, parce qu'eux, ils gagnaient, ils savaient qu'ils étaient... que quand tu vas quelque part avec le CN, t'es toujours... les équipes, elles t'accueillent, voilà, comme l'équipe de jeunes, faut prendre 3 points contre eux. Et ils se foutent de ta gueule, limite, quoi. Non, ils prennent avec respect. Ils prennent avec respect parce qu'ils te démontent. Mais on va dire qu'ils y vont, et eux, le coach dans les vestiaires, il va dire, bon, les gars, aujourd'hui, on prend 3 points, il n'y a pas de discussion, on prend 3 points. C'est une faute professionnelle si tu prends pas 3 points. Mais en fait, pour eux, ça peut les mettre en retard pour le championnat et tout. Parce que toutes les équipes, voilà, c'est ça, tu vois. Donc tu vas là-bas, tu sais que les mecs, ils sont là pour prendre 3 points, il n'y a pas de débat, tu vois. Et donc forcément, quand eux, je pense, ils commencent à accrocher les matchs, et nous, on avait un peu la même sensation aussi, tu vas en mode, non, on va regarder, nous, on va
Nous, on va se défendre et on va montrer que vous n'allez pas prendre 3 points aujourd'hui, quoi. C'est fini les anciens. Voilà, quoi. c'est ça, tu vois. Et donc, quand nous, on a commencé à gagner des matchs, franchement, je me rappelle, c'était vraiment génial. Hein. C'était vraiment une super saison. Même, je me rappelle qu'on gagne que 4 matchs, mais on a fait plusieurs 3-2. Très serré, on aurait pu accrocher plus de matchs. C'est toujours comme ça avec moi, de mon expérience. On arrive à accrocher vers 20 et après, terminé, bonsoir, on n'est plus là au moment important. Mentalement, ça décroche, tu penses? Ouais, franchement, je sais pas, c'est de l'expérience. Hein. Tous les mecs qui ont joué en Ligue B, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Donc nous, on arrive et non, en Money Time, en général, on n'était pas trop là. Bon, c'est le jeu hein, et ça fait gagner en expérience. Je pense vraiment que, par contre, du coup, que c'est une expérience enrichissante. Déjà, de jouer contre pas des jeunes, parce que nous, on joue en équipe de France jeune. Donc contre des gens de notre âge, et sinon la deuxième équipe du CNVB, c'est Elite Avenir, donc pareil, contre notre génération globalement. Donc différents aspects du jeu, en jouant contre une équipe professionnelle, avec des mecs qui sont payés pour ça, et avec des mecs qui, ça fait 15 ans, ils font du volley, tu vois. J'en avais parlé avec Jérôme Claire, à l'époque, qui jouait à Fréjus, quand on avait fait une interview, il m'a dit, putain, la Ligue B, c'est vraiment l'école du volley, tu vois, t'as à la fois des jeunes qui ont les crocs, et t'as des vieux briscards qui sont là, qui ont tous les coups, tu vois, des vieux pirates. C'est vrai. Et enfin, moi, personnellement, parce que je t'ai posé la question, mais je te donne, moi, je trouve que c'est une très bonne chose, tu vois. Alors, c'est dur de perdre tous les week-ends, c'est sûr. Mais tu vois, genre, en Italie, ils font pareil aussi, chez les meufs. Je pense que c'est une bonne école, quoi. Je pense que c'est une super école. Je pense que c'est vraiment... en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, le CNVB, c'est sûr que des fois, t'as l'impression que les coachs, ils sont sur tes côtes et qu'ils vont pas te lâcher. Mais quand t'en sors, tu sais pourquoi ils étaient là sur tes côtes. Et franchement, c'est la meilleure école du volley. Et donc, la Ligue B, ça en fait partie, je pense. Et bon, ça nous apprend à perdre, c'est sûr, mais ça nous apprend aussi à avoir un jeu plus élaboré et de jouer contre des personnes contre qui c'est le métier en fait. Hein. C'est pas la même chose quoi. Et après, en parallèle, on a les équipes de France jeunes, on a l'élite Avenir où on gagne des matchs quand même, on passe pas non plus notre saison à perdre que des matchs tout le temps, tu vois. Bien sûr. Donc non, je pense que c'est une super chose la Ligue au CNVB. Et forcément de cette équipe de France jeune aussi, parce que alors votre génération pendant un moment c'était un peu compliqué quoi. Vous aviez du mal à performer etc. Et là cet été vous avez mixé avec la génération d'en dessous pour aller jouer l'Euro U22. Exact. En juillet 2024. C'est ça. Où vous arrivez en finale, putain match de fou contre les Italiens en plus contre les Italiens, ça ne pouvait être que contre eux tu vois. Match de fou, tie-break de fou. Faire du bien quand même de gagner, surtout qu'en plus tout le monde avait un peu pu suivre la compétition, toi il y avait ta famille qui était partie voir et tout, sensation de fou quoi. Franchement c'était une super expérience. Effectivement ma génération ils avaient gagné les championnats d'Europe U17, mais moi toi t'y étais pas. Moi j'y étais pas, à ce moment là je me battais pour être pris au Pôle Espoir plus qu'autre chose, donc non je crois que j'étais à ma première année de Pôle Espoir. À Lyon donc à l'époque. Mais j'avais encore un gros retard hein, j'avais fait un stage France à ce moment-là, je me rappelle. Mais je n'étais pas encore au niveau, ça c'est sûr. Donc non, ils font champion d'Europe à ce moment-là. Et en fait, il y a un enchaînement de circonstances, on va dire. Ils devaient aller au championnat d'Europe. Le championnat d'Europe entre les U17 qu'ils ont gagné et les U20 que j'ai fait. Ils devaient y aller, ils ont fait un stage de 1 mois et demi, je crois. Ils étaient prêts comme des fous. Covid. Ah oui, c'est ça. Ok. Il attrape le Covid. Le coach il attrape le Covid et là après ils ont dit non en fait il y a plus de je sais plus combien de mecs contaminés donc l'équipe ne veut pas y aller en fait. Okay. Donc du coup de là donc en fait ils peuvent pas aller au championnat d'Europe. L'année d'après championnat du monde du coup ils sont pas qualifiés parce qu'ils étaient pas au championnat d'Europe pour se qualifier. Donc alors qu'à ce moment-là avant les championnats d'Europe eux ils y vont pour défendre leur titre quoi. Et ils avaient roulé sur la compétition U17. C'était abusé. C'était abusé. Ils avaient perdu 1-7 dans la compétition. Je me rappelle plus de ça, mais je me rappelle que c'était une dorba, quoi. Ouais, non, c'était incroyable. Donc, vraiment, je pense qu'ils étaient dégoûtés de ne pas pouvoir y aller l'année d'après. Du monde, du coup, ils y sont pas. Donc, ça fait 2 ans. Moi je reviens, l'année des championnats du monde, je viens. Mais on fait un WEFZA à Paris, je sais plus, je crois on fait 2e. Mais bon, voilà, c'était pas une grosse compétition, on va dire. L'année d'après, championnat du monde U20. Et donc là, c'est pour ça que la victoire de U22 elle est plus belle, c'est que U20 on avait de gros espoirs parce qu'on venait cette fois-ci par contre défendre le titre et on s'est ramassé. On s'est complètement ramassé en U20. On gagne contre l'Italie, mais on perd contre les Serbes 3-0 je crois,
alors que c'est le seul match qu'ils gagnent en poule, les Serbes, je crois. C'était qui en Italie à l'époque? C'était Paolo Porro, le pointu de Milan? Non, le pointu de Milan, c'est Barotto. Oui, c'est ça. Et donc c'est pas lui. Lui, c'est le 2005, c'est celui de la génération d'avant. Dessous, celui de ma génération, c'est Bovolenta. Oui, ok. Donc c'était Bovolenta, Porro, Bonifonte à la passe, qui est passeur de l'UB. Oui, ok. Libero de Trento. Ouais, ok. Ouais, donc grosse génération. Des sacrés joueurs. Ouais, franchement une grosse. Après l'Italie, c'est toujours comme ça. Oui, c'est clair. Mais ouais, grosse génération quand même. Donc on les bat 3-2. C'était pour survivre. Si on voulait passer les poules, il fallait qu'on les batte 3-2 parce qu'on avait perdu contre les Serbes 3-0, qu'on n'aurait jamais dû perdre. On gagne l'Italie, on perd la Pologne le lendemain, et donc on est sorti de poule et on fait 7ème. Vraiment dur parce que. Alors, on va remonter un peu dans le truc, ça va être un peu long, mais. En fait, en février, on avait une qualif, Serbie. Ouais. On va à la qualif, on gagne tous les matchs bien. Autriche. Portugal ? Non, Autriche, Grèce, je sais plus. Et Serbie. En Serbie. Et les Serbes, c'est pas une grosse équipe, quoi. C'était. Voilà. On gagne le premier set, genre 25-15, un truc comme ça, mais on leur roule dessus, quoi. Rouleau compresseur, il n'y a rien qui va en face. Et après, plus rien. Ok. Et on perd 3-1 en Serbie, et on se qualifie pas au championnat d'Europe. On a fait 1 mois de stage, on est allé en Pologne, on était allé à Watini en stage, on avait joué contre Tourcoing et tout. Enfin, on avait fait un stage de fou pour pas se qualifier contre les Serbes. Donc je peux te dire que quand on arrivait au stage, parce que du coup on se qualifie, moi j'y étais pas, mais ils se qualifient en Grèce l'été, un dernier tournoi de qualif. Quand on arrive en août, je peux dire que les coachs, quand ils ont su qu'on jouait les Serbes, premier match de championnat d'Europe, ils nous ont dit, les gars, les matchs d'après, ok, mais les Serbes, on les découpe. Tuer, quoi. Voilà, ok, il n'y a pas de je sais pas quoi, on les découpe. Première réunion, premier mot des coachs, les Serbes, les gars, on les démonte. On est arrivé 3-0, voilà. Terminé. Donc je peux te dire que un peu amer celle-là. Voilà. C'est ouf des fois parce que tu vois quand tu veux faire un truc trop bien, tu le fais trop mal, quoi. Pas là, on n'était pas dedans à ces championnats d'Europe là. Moi je jouais pas déjà. Moi j'y vais pour servir. Ouais. Moi je dis pas que c'est moi qui ai pas joué qu'on a perdu, hein, pas du tout. Mais je veux dire, moi point de vue d'extérieur à l'entraînement etc. Hein, je pense qu'on n'avait pas, enfin après coup, on n'a pas abordé le truc correctement. On s'est dit, ouais, c'était un coup comme ça, la Serbie, on a mal joué un coup, mais on n'a pas appris nos erreurs, quoi. On a pris ça un peu trop à la légère. Et ouais, vous les avez sous-estimés, ouais, du coup, vous avez dit, on n'était pas en forme ce jour-là, et voilà, quoi. Okay. Comme si fallait effacer ce match, et en fait, ça va aller mieux le premier match contre les Serbes. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc je pense que voilà, on a appris un peu de nos erreurs après avec les U22. On se qualifie en Arménie. Du coup, c'était la qualif, elle était l'année d'avant. Donc l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, on a joué que la qualif U22 l'été. C'était un peu chiant. Il y avait Tristan Schillinger aussi qui était là. C'était ça. Ouais. C'était nous deux la paire. En fait, l'histoire c'est toujours la même chose. C'est Tristan, Henri et moi à la pointe de notre génération. Ça a toujours été la bagarre. Enfin, toujours non, depuis U18. Ça a été la bagarre entre nous trois à la pointe. Hein. Vraiment, c'est. Et rebelote cet été. Mais ouais, justement, j'allais en parler. Donc, vous gagnez les championnats d'Europe U22. U22, ouais. Voilà. Mais c'est Henri qui joue la plupart du temps. Ouais. Comment tu le vis? T'arrives quand même à comment dire, tu vois, à profiter de la victoire et tout, j'imagine, oui, mais comment tu vis, toi, de passer cette saison deuxième, quoi. C'était dur, parce que moi, j'y vais pour jouer, enfin, je vais au U22, en plus, j'ai fait stage équipe de France A, l'été dernier. J'arrive au U22, moi, je voulais jouer, quoi. Vraiment, je voulais jouer. Je sélectionne, voilà, Léon et moi à la pointe, on fait le stage, etc. Au fur et à mesure, je commence à voir que ça va être plus Léon que moi qui va jouer. Bon, choix du coach, il avait été meilleur que moi, c'est voilà, évident. On perd le premier match contre le Portugal. Bon, déjà. Oui, c'est vrai. Ouais. Comme quoi, on n'apprend pas tant que ça, parce que bon, on a encore perdu le premier match. Mais on perd le premier match, mais je rentre au premier ou au deuxième set et je fais une super entrée. Oui, et tu commences le match d'après. Et donc, je commence contre l'Italie, le match d'après. Mais je crois que tu sors au premier set. Et ouais, en fait, au premier set, on prend 15. Et moi, je me suis fait siffler genre 2 ou 3 fautes de position. Ok. Ce qui est rare. Ce qui est impossible. En professionnel, quoi. Ça arrive, enfin, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, tu vois. Mais ils étaient ultra à cheval sur les règles. Okay. Et si tu partais ne serait-ce qu'un peu avant le service, ils te sifflaient. Et moi, j'avais trop l'habitude, donc ils m'ont dit une fois, mais j'ai pas forcément assez écouté, on va dire. Résultat, je sors parce que je fais des fautes de position. Enfin, puis même, c'est pour donner un peu de détails, mais en fait, c'est tellement. Enfin, maintenant, on part tout le monde toujours un petit peu avant le coup de sifflet de l'arbitre, les passeurs aussi, pour pénétrer un peu plus vite. Je vois pas l'intérêt. Et parce qu'en fait, tu vois, je me suis déjà demandé est-ce que ça va être gardé, tu vois, ce système de position un jour, peut-être pour pas faire tourner les bases avant et arrière, c'est sûr, mais
c'est jamais sifflé, quoi. Mais en fait, moi je trouve que la règle elle est bien comme elle est maintenant en France, par exemple. Tu pars un peu avant, on va jamais te le siffler quasiment, tu vois. On te le siffle si jamais vraiment t'abuses. Voilà, tu vois. C'est là on te dit bon quand même il y a une position, on respecte là un minimum. Mais on va pas attendre le coup de sifflet pour que tu bouges. Et moi je trouve que ça c'est contre-productif au jeu. En fait, cette règle-là, elle va jamais améliorer le jeu. Voilà, tu vois, c'est tellement moche de siffler une faute de position. Tu vois, je sais pas. Moi, je vois pas l'intérêt. Bien joué à toi, tu vois. On en avait parlé avec les arbitres au championnat d'Europe, du coup, et ils nous ont dit non, c'est une consigne de la FIVB ou quelque chose comme ça qui voulait tester des choses. C'est ce que j'allais dire. Je sais que la Fédération internationale de volley se sert aussi des compétitions jeunes pour tester des nouvelles formules, etc. Ouais, exactement. Donc ils voulaient tester ça. Je sais pas pourquoi. Et donc c'est tombé sur nous. C'est comme une année, ils voulaient enlever la réception à 10 doigts aussi. Oui, j'ai vu. C'était pas que sur service flottant. Non, c'était. Ils voulaient enlever la réception du service, à 10 doigts pour justement permettre plus de services flottants et moins de services matchés et réduire le nombre de fautes de service. Ok, oui, je comprends, peut-être. Mais la règle de faute de position, là, j'ai pas compris je sais pas, peut-être que j'ai pas toutes les infos. C'est possible, hein, peut-être que j'ai pas toutes les infos, mais. T'as pas lu le règlement. J'ai pas compris l'intérêt de vouloir respecter cette faute de position qui n'amène rien au jeu, quoi. Concrètement, ça amène rien au jeu, je sais pas, j'ai pas compris. Bref, je sors à cause de ça. Et je joue plus et on gagne avec Henri. Ouais, parce qu'il y a des matchs où tu joues même pas, en fait, tu rentres même pas. Il y a des matchs où tu rentres même pas pour servir, quoi. Ouais. Il y a des matchs où je rentre même pas au service. J'aurais bien aimé rentrer plus au service parce que c'est comme ce que j'avais fait toute la saison. Donc, donc ça, je savais à peu faire. Mais c'était ton job, quoi. Bah ouais, voilà, ça a été mon job pendant une saison. J'étais prêt à le faire en U22 si je savais que j'allais pas jouer. Bon, voilà, autant faire ça. Et donc non, je joue plus après, donc forcément un peu amer parce que je sors, même pas parce que je joue vraiment mal, parce que je fais des fautes de position, c'est quand même un peu ridicule. Ouais, c'est fou. Surtout que bon, une compétition comme ça, c'est une compétition en équipe de France, dernière compétition en équipe de France jeune, avec cette génération-là. Ça me tenait vraiment à cœur de jouer. En plus, on sait que surtout en U22 comme ça, on sait que les gros clubs ils vont tous regarder. Ouais, bien sûr. C'est hyper important d'être bon à ces compétitions-là. Donc forcément, un peu amer. Après, bon, on gagne. Je vais pas me plaindre. Surtout que, sportivement, moi j'ai revu la compète pour préparer l'interview. Enfin, pas tout, mais au moins le match contre l'Italie. Putain, le tie-break, c'était un match de fou. Je me rappelle de Simon Magnin qui part sauver un ballon au niveau des padolettes. Il la remet, il met le point direct. C'était n'importe quoi. On peut perdre 50 fois en fait. Le tie, vous pouvez le perdre 50 fois. Ouais, en fait, on devrait gagner au 4ème. Je sais pas combien de balles de match vous sauvez dans le tie, mais je sais plus à combien il se termine, mais il y a au moins 20-18 ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. En fait, le pire, c'est qu'on aurait dû gagner au 4ème. On a 2 balles de match ou 3 au 4ème. Plus combien, je sais plus, mais tu vois. Ouais. On a, je dirais 2 ou 3 balles de match au 4ème et on n'en tue aucune en fait. On fait aucun point sur le balle de match. Et c'est là qu'on doit le tuer, tu vois, c'est sûr. Et là, au tie-break, on arrive et on leur donne quand même 3 balles de match, quelque chose comme ça. Je sais pas si. Plus, je vois peut-être même 4-5. Hein. Ils ont 50 occasions pour tuer. Ouais, ils tuent pas le match non plus. Ils tuent pas le match non plus. Je sais qu'il y a plein de trucs invraisemblables. Je sais que Mathis il met une équerre en contre-1 à Baroto sur balle de match. Il l'a bouffé. Mathis il attaque une balle aux 4 mètres. En deuxième intention, deuxième touche de balle. N'importe quoi, comme ça sur balle de match. Et ensuite il y a Aurioli qui va au service. On saura jamais si elle est bonne. Oui, mais je t'avoue que moi je la vois bonne quand même. Mais je sais que ça, il y a quelques personnes qui sont un peu pleins de cette balle là parce qu'effectivement il n'y avait pas le challenge vidéo. Mais effectivement, il y a discussion. Elle est pas mal, quoi. Il y a discussion, quoi. Franchement, moi je suis italien, je suis un peu vert. Donc, non, franchement, très juste. Donc, au bout du suspense, on prend ce titre. Franchement, vraiment content, même si forcément j'aurais préféré jouer. Mais gagner un titre de champion d'Europe, mon premier, du coup, et mon premier titre avec l'équipe de France jeune, devant mes parents et tout. Non, c'était génial, c'est sûr, c'était génial. Celle-là, je suis obligé de te la poser, je te l'ai déjà posée. Allez, mais c'est une faute professionnelle si je te la pose pas. C'est tu vois, quand tu commences à gagner des titres comme ça, forcément, tu rêves de l'équipe senior, quoi. Tu rêves de l'équipe du dessus. Évidemment. Je pense que c'est le rêve, c'est comme ça qu'on commence le volley aussi. On regarde à la télé les mecs de l'équipe de France A qui gagnent et tout. C'est un rêve depuis que t'es gosse, hein. Quand tu commences le volley, je pense que tout le monde en rêve de jouer dans cette équipe de France A. Donc j'ai eu la chance d'y mettre un peu les pieds l'année dernière parce que Boyer s'était blessé. Donc il m'avait appelé au stage à Cannes. Ouais. Donc j'ai eu cette chance-là, vraiment content d'avoir eu cette occasion.
Donc forcément, j'ai goûté. Maintenant, j'ai envie d'y retourner. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, je sais que je fais le stage en mai à Tours. Ouais. Par contre, il y a une semaine de stage et après, c'est incertain, quoi. Mais ça, c'est une question que je voulais te poser. C'est limite une question un peu naïve, mais tu vois, il y a du monde, quoi. Il y a Patry, il y a Boyer qui veut revenir aussi. J'ai lu qu'il était dégoûté de ne pas avoir fait les jeux. Il y a Ibra, il y a plein de monde. Il y a Célestin Cardin, il y a Théo. Il y a Théo, ouais, bien sûr. Il y a Tristan, il y a Henri. Il y a beaucoup, il y a toi, bien sûr. Il y a beaucoup de monde à la pointe. Comment tu fais pour essayer de te différencier, sachant que, en fait, mine de rien, vous suivez tous le même parcours et la même formation, tu vois, vous passez tous par le CNVB, etc. Ouais. On vous apprend tous les mêmes choses. Comment tu peux essayer de te différencier ? C'est une vraie question, tu vois, à laquelle j'ai pas la réponse, tu vois. En fait, on va dire, j'essaie pas vraiment de me différencier. Après, c'est sûr que j'essaie de m'appuyer sur mes points forts, là où je peux faire la différence, on va dire. Je sais que là, ça va se jouer avec Henri, donc moi, il faut que je le serve. Oui. Voilà, parce que lui, par exemple, il est beaucoup plus sur la hauteur, bien plus haut que moi, et donc profil bien plus physique que moi, on va dire, à la pointe. Globalement, à la pointe, il y a des mecs... Non, mais il y a plein d'animaux physiques. Voilà, on va dire ça, tu vois. Et Henri en fait partie. Tu vois, Henri, c'est quand même... C'est quelque chose. Voilà, les arbitres connaissent bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, il aurait peut-être dû faire du rugby, du plaquage de chaises d'arbitre ou un truc comme ça. Non, Henri, ouais, voilà, physiquement, c'est solide. Donc bon, moi, je sais que mon point fort, c'est le service. Après, je peux très bien jouer à l'attaque aussi, hein, mais mon point fort, c'est le service. J'espère qu'ils auront besoin d'un serveur à la VNL. Et puis, je vais tout faire pour très bien jouer aussi, pour jouer le maximum, quoi. Si c'est au service, ça sera au service. Si c'est en jeu, ça sera en jeu. Une semaine à Tours pour prouver, quoi. Voilà, pour prouver. Il y a au une service, semaine. Ça va envoyer tous les pôles, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là, du coup, t'as pas joué toute la saison parce qu'il y a des matchs où tu jouais pas. T'étais quand même l'un des meilleurs serveurs de la ligue. Ouais. En termes de statistiques, t'es celui qui a mis le plus d'ace alors que t'as pas commencé 7-8 matchs, je pense. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Même si tu rentrais au service et tout, mais je crois que t'étais à 20 ace de plus. Putain, moi, à chaque fois que je commentais les matchs, je me dis, c'était putain, Nathan arrive au service, quoi. Il va se passer quelque chose. Et je me rappelle une fois, j'avais commenté un match de Coupe de France où Toulouse jouait. Putain, mais sur Twitch, il y avait tout le chat qui était là en mode putain, Nathan, l'espoir et tout. Il y avait tout Toulouse qui était là. Et tout le monde. C'était le match de Coupe de France contre Tourcoing. Et je te jure, mais dès que t'arrives au service, c'était la folie furieuse. D'ailleurs, s'il y en a qui étaient sur le chat et qui mettront un commentaire sur YouTube, tu vois, mais c'était vraiment la folie, quoi. Ah ouais ? J'ai pas vu du coup, mais. T'as pas regardé le replay. Non, j'ai pas regardé le replay, faut que je regarde, ok. Je note, je regarderai ça après. Non, je rigole. Mais. Tu l'as eu mauvaise, j'imagine, ce match-là. Ce match-là, il fait chier un peu. Parce que gros match, gros match de Coupe de France, je sais plus ce que c'était, les demi ou les quarts. Ah, c'était demi. C'était les demi. Demi, ouais. Et gros match qui se joue à Tourcoing, parce que Tourcoing, pas parce qu'il y avait eu le tirage au sort qui avait tiré Tourcoing à domicile. Et putain, vous allez jusqu'au tie-break, c'était un match de fou, c'était un des plus beaux matchs de la saison que j'ai vu, je pense. Ouais, c'était un match de fou. Franchement, après, pas de regret parce qu'on a joué notre meilleur volley, on a super bien joué. Malheureusement, on n'a pas vraiment été tueur. Fin de quatrième et au taille. Pas de balle de match, mais je crois qu'il y a 23-23 dans le quatrième. Je sais qu'on n'a pas été tueur à ce match-là. Et pourtant, on a bien accroché, on n'a pas démérité. Hein. Franchement, on fait un gros match. Ouais, je pense que c'était un des meilleurs matchs que j'ai eu de la saison aussi en termes de qualité de match, on va dire. Surtout que Tourcoing, vous les avez joués le week-end d'après. Putain, quand tu regardes la Coupe de France et le match d'après, il était triste le match du week-end. Vous aviez joué, je crois, mercredi, vous aviez fait l'aller-retour et vous rejouez samedi. Le deuxième match, c'était dur. Hein. Ouais, je parle pas pour toi, tu vois, mais putain, qu'est-ce que c'était moins bon que le match de Coupe. C'était assez terrible. Alors ouais, c'est vrai, on joue le mardi à Tourcoing. Ah, c'était mardi, c'est ça. C'est ça. Et on rentre le mercredi et on joue le vendredi. Ouais, si, on joue le vendredi, je crois. Non, c'était le samedi. On joue le samedi. Ouais, samedi. On joue le samedi. Et bon, forcément, après cette défaite du mardi, je crois qu'il y en a plusieurs. Enfin, globalement, dans l'équipe, c'était un peu moins motivé, on va dire. Okay. En fait, celui qu'il fallait gagner, c'était le mardi, parce que le samedi, il valait rien, mais ça changeait rien, quoi. On était déjà en play-off. Ouais. Voilà. Et en fait, le pire aussi, c'est que le lendemain, on avait vol pour aller jouer le tournoi à Dubaï. Là. Oui, ouais.
Donc bon, je pense que ça avait, après la demi, je pense que ça avait un peu relâché la pression et le samedi, on n'était pas là, quoi. Même Tourcoing, tu vois, c'était plus triste aussi, quoi. Tourcoing, c'était pas pareil, hein, non plus. C'était moins bon. Globalement, c'était moins bon. On était moins, collectivement, en tout cas, on était moins là, je trouve. Pour terminer sur cette partie sur les équipes de France jeunes et tout, que les gens se rendent compte, maintenant j'ai fait pas mal de vidéos où je l'explique et tout, mais quand t'es en équipe de France, c'est une vie qui est quand même assez prenante. T'as pas beaucoup de repos, t'as pas beaucoup de vacances. L'été, t'as peut-être une semaine ou deux de coupure et après t'es reparti, quoi. Est-ce que dans le fond, t'as conscience de ça et c'est la vie dont t'as envie, tu vois? Ouais, ça c'est une question que je me pose souvent. Après, comment dire, ça peut paraître un peu prétentieux de se poser la question maintenant alors que c'est pas le cas, tu vois. Parce que, mais bon, je pense tu l'as vécu déjà avec les jeunes et tout, en partie, mais... Je l'ai vécu avec les jeunes, mais avec les jeunes, quand même, franchement, avec les jeunes, au bout d'un moment, je me disais, tu vois, là, j'étais super content l'année dernière qu'on fasse champion d'Europe et tout, mais on finit le 20 je sais plus combien, on finit en juillet, milieu juillet, quelque chose comme ça, et on reprend le 5 août à Toulouse. Donc tu te dis quand même, bon, t'as 3 semaines dans l'année, même pas 2 semaines et demie dans l'année, 15 ans comme ça, c'est long, quoi. Franchement, c'est long. Et j'ai pas d'enfants, tu vois. J'ai pas de vie de famille, on va dire. J'ai une copine, mais voilà, tu vois. Donc, franchement, tu te poses la question quand même. Hein. Et je pense qu'il y a des mecs, c'est sûr, et je le sais, en fait, il y a des mecs de l'équipe de France A qui se posent la question aussi. Parce que, bon, quand t'as des enfants, que t'as une vie de famille, etc., il y a des fois, t'aimerais bien avoir un peu de pause, voilà, voir tes parents, voir. C'est une question qui se pose. Bon, gros problème, c'est le calendrier, en fait. Ah, mais c'est n'importe quoi. Et puis, même la VNL, tu vois, vous êtes baladé dans les 6 coins du monde. La VNL, moi, je la vois où. Après, c'est ce qu'ils font maintenant de plus en plus avec l'équipe de France, c'est qu'ils lancent les jeunes en VNL, quoi. Et ouais, mais maintenant, je pense que la FIVB, elle a vu un peu la douille, et maintenant, la VNL compte beaucoup plus pour la qualif olympique et tout, et t'oblige à mettre des joueurs cadres pour pas être pénalisé, quoi. Le problème, et je pense que. Alors, forcément, pour eux, économiquement, c'est intéressant. Parce que c'est les cadres qui font remplir les salles. Voilà, c'est pour ça qu'ils le font. Ça fait remplir les salles. Plus maintenant, là, je sais pas si t'as vu par rapport à l'année dernière, mais là, le programme de France va que 4 jours. C'est que 4 jours les compétitions par endroit. Ah, d'accord, ok. Alors qu'avant, c'était une semaine, tu vois. Donc, du coup, tu joues tous les jours. Tu joues tous les jours. Ouais, okay. Et tu joues même. Là, j'ai regardé à Québec à la première phase. Deuxième match, Italie, 2h du matin, et tu joues le lendemain à 18h. Ok. Le lendemain, le jour même, en fait, à 18h. Tu vois, ils blindent comme ça les matchs et tu joues. Je sais pas exactement comment c'était les années d'avant. J'ai pas. Mais pour les organismes, c'est une catastrophe. Hein. Et en fait, t'as 4 jours comme ça. Donc le 15 juin. Ensuite, c'est le 27 juin. Tu vois, il y a 15 jours entre les deux. Et ensuite, c'est le 15 juillet, tu vois. Et surtout que, c'est hyper écarté, en fait. Et surtout que vous jouez pas, vous jouez pas tout le temps au même endroit, tu vois. Donc tu dois gérer les vols, le décalage horaire, te recaler sur ton rythme d'entraînement entre les deux phases. Et surtout que, en plus, soyons honnêtes aussi, tu vois, vous voyagez pas tout le temps en business, tu vois. Ah non. Genre vous êtes tous super grands. Enfin, ça dépend, tu vois, des fédérations, etc. Mais bon, si jamais tu te retrouves en classe éco, t'as tes genoux dans les genoux du mec de devant, c'est dur, quoi. Je sais pas exactement, moi j'ai jamais fait de déplacement avec l'équipe de France A. Bon, avec l'équipe de France jeune, c'est sûr qu'il n'y avait pas de business, ça je peux te le confirmer. Je crois qu'avec l'équipe de France A, il y a quelques business à chaque fois. Mais je trouve que c'est. Mais tu vois, il n'y a jamais. Bah ouais, soit business, soit les places XL, les places XL ou les places sorties de secours, tu vois, des trucs comme ça. Mais après, je sais pas exactement comment c'est, tu vois, je l'ai jamais fait. Donc je sais pas, ça se trouve, ils ont que des places sorties de secours, je sais pas. Hein. Mais c'est sûr que dans tous les cas, décalage horaire pour aller 4 jours en compétition, revenir, t'entraîner 15 jours, repartir sur un autre fuseau horaire et tout. Enfin, c'est un rythme de fou, quoi. Non, mais franchement, tu vois, genre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, quand tu disais, putain, je faisais 1m88 à 14 ans, j'étais un peu petit, tu vois. Ça, c'est pour le monde du volley, tu vois. Mais quand tu vas dans un avion et que les places qui sont faites pour des gens d'1m70, 80, tu vois, et t'as Joris qui arrive, qui fait 2m15 ou je sais plus combien il fait, 2m12, je sais plus combien. 10 heures de vol comme ça, surtout que c'est pas comme si tu vois t'avais pas de programme sportif, tu vois, les organismes sont crevés après la saison, vous êtes la vie de joueur pro c'est aussi géré avec les douleurs de tous les jours. Quand tu fais de 10 heures d'avion où t'as tes pieds dans les pieds du mec d'en face, c'est chaud, quoi. Ah, c'est chaud, franchement c'est chaud. Et je comprendrais si jamais il y avait des mecs qui décidaient d'arrêter leur carrière internationale, quoi. C'est un rythme qui est fou, quoi. T'as une semaine à la fin de la saison, 2 semaines à la fin de la saison, voire même pas du tout, en fait, des fois. On voit la VNL dans 3 continents,
championnat du monde, championnat olympique, ou championnat d'Europe. Tous les ans, il y a quelque chose, de toute façon. Est-ce que tu perds pas un peu ce côté magique, tu vois, parce que t'as toujours, c'est comme si tu vas avec l'équipe de France A et que tu fais un été plein, tu vois, même si tu dois voyager en soute, tu seras super content de le faire, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, tu perds ce côté un peu magique que t'avais au début, quoi. Je pense forcément, oui, parce que ça devient ton métier aussi. Donc bien sûr. C'est pas la même chose. Je pense qu'on s'habitue à ne pas jouer au volley, à jouer au volley tous les jours, donc on se dit, il y a des fois, j'ai envie de ma pause, c'est bon. L'été dernier, tu vois, par exemple, fait un mois et demi de stage, je sais plus, après la saison, donc on n'a pas arrêté, en fait, on n'a pas coupé du tout, pour arriver au championnat d'Europe 20 juillet, je sais plus. Donc là, j'avais envie d'une pause, là, c'est bon, on a fait championnat d'Europe, maintenant stop, tu vois. Et donc je suis un peu parti en vacances, etc. Mais au bout de 3 semaines, avec les défis que j'avais la saison d'après, de prendre ma place, de devenir titulaire, etc. à Toulouse, là, tout ce qui m'attendait, tu vois, au bout de 3 semaines, j'avais quand même hâte de revenir, tu vois. Côté, des fois en saison ou à la fin de la saison, tu perds la magie. Et d'un côté, en fait, quand t'arrêtes un mois, tu te dis, tiens, j'ai quand même hâte de reprendre, tu vois. C'est vu qu'on en bouffe tous les jours, 2 fois par jour, forcément, au bout d'un moment, t'en as marre. Ça te manque, Mais en réalité, c'est quand même ce qui te fait vivre, en fait. C'est sûr. C'est comme moi, tu sais, des fois, au bout de 5 ans de faire des vidéos dans le volley, je me dis putain, bon, j'ai l'impression de. Parfois, je me dis putain, j'ai peut-être un peu fait le tour, ou quelle histoire je vais raconter. Et putain, là, j'ai été voir la finale de Nantes il y a 2 jours, je me suis dit, oh putain, j'ai envie de faire 5 vidéos là. Tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est toujours quand tu l'as pas que tu te dis, en fait, c'est génial. De ouf. C'est ça, tu vois. Mais je pense que c'est nécessaire aussi d'avoir cette pause et de te dire, putain, en fait, là, j'ai envie de revenir et c'est ça qui te fait marcher, en fait. En fait, quand tu coupes, je pense que tu te rends compte de la chance que t'as, tu vois. Exactement, c'est sûr. Mais après. La chance que tu t'en rends compte quand même. Enfin, moi, j'arrive à m'en rendre compte tous les jours. Ok. En tout cas, franchement, parce que je sais, j'ai plein de potes qui font autre chose, qui vivent pas forcément de leur passion. Parents, qui ont un métier plus classique, on va dire, tout ça. C'est pas qu'ils vivent pas de leur passion, ils adorent leur métier, on va dire. Même si je pense qu'ils en ont quand même. Enfin, je sais qu'ils en ont quand même un peu marre des fois, tu vois. Mais non, franchement, je me rends compte quand même de la chance que j'ai tous les jours par rapport aux jeunes de mon âge, tu vois. Là, ce matin, j'étais en cours. Je sais que j'ai pas envie d'être à leur place et je suis très bien là où je suis, tu vois. Et non, tu te rends compte, enfin moi en tout cas, j'arrive à me dire tous les jours, regarde quand même, t'as pas envie d'aller à l'entraînement, mais tu pourrais être en CM de je sais pas quoi là. Ouais, c'est clair. Et tu vois, donc aller en train d'écrire un mémoire. Voilà, tu vois, aller en cours tous les jours, franchement, je pense que ça me fait du bien à ce niveau-là, en me disant, je pourrais avoir un taf classique et faire du 8-17 d'un truc qui me plaît pas forcément, et au final je fais quand même ce que je kiffe, quoi. Donc les jours où j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, je garde ça pour moi. Je comprends tellement, parce que en juillet dernier, quand vous faites champion d'Europe, là, moi j'avais repris un taf en CDI pour voir, parce que à un moment je m'étais mis un petit défi tout seul, et je me suis dit vas-y, je vais postuler à des offres d'emploi que je trouve intéressantes, tu vois. Et au début je reçois plein de refus, je me suis dit comment ça, tu vois. Donc je prends un coup à mon ego, donc je fais plein de lettres de motivation, j'en fais au moins une centaine, je pense, côté obsessionnel, tu vois. Et je finis par être embauché, putain, je fais 2 jours, je dis j'en peux plus en fait, je me suis barré. Et putain, je me suis dit, plus jamais, tu vois. Faut que je trouve des trucs à faire, faut que je trouve des idées à monter, parce que là, plus jamais je retourne bosser pour une boîte de merde, plus jamais, quoi. Ah, mais ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde, vivre sa passion, c'est la meilleure des choses qui soit, quoi. Vraiment, c'est quand tu te rends pas forcément compte que tu travailles quand tu vas au travail, c'est que c'est sur la bonne voie, quoi. C'est clair. Et c'est assez, je pense, quand je côtoie des mecs, des pros, etc., je pense que c'est dur de s'en rendre compte quand t'es dans ta carrière, que tu traînes qu'avec des volleyeurs, avec des pros, etc. C'est difficile de s'en rendre compte de ça, tu vois. Même par rapport aux jeunes de mon âge qui font pas d'études et qui sont pros, je pense je sais pas en tout cas, mais je pense qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ouais, franchement, de la chance qu'ils ont, tu vois. Quand tu vas avec des jeunes de ton âge qui ont un parcours plus classique, tu te dis que t'es vachement bien où t'es, et que ça soit déjà tu fais ta passion, tu joues à un certain niveau, on va dire en France ou à l'étranger, même rémunération. T'es bien payé. T'es bien payé, on va dire, même si c'est pas le sport qui paye le plus, mais t'es bien payé par rapport à quelqu'un de ton âge, t'es bien payé, tu vois. Surtout que t'as bien choisi ton poste, toi. Ouais. Non, mais tu vois, pointu, c'est vrai que en général pour ça c'est pas mal. Mais faut se rendre compte de la chance qu'on a tous les jours, même si c'est vrai que tu peux te dire aussi, les mecs ils peuvent poser des vacances quand ils veulent. En fait, il y a un énorme contraste entre le joueur pro qui gagne bien sa vie, qui n'a pas d'équipe de France, et celui qui est en sélection nationale. Tu vois. Ouais, bien sûr. Là, il y a un énorme contraste, parce que celui qui gagne bien sa vie et qui a des vacances, là, nous, on a fini la saison là il y a 2 semaines, tu vois. On reprend le 20 août, là. 15 août. Et t'as 4 mois de vacances, ouais. 4, ouais, quasiment.
4 mois de vacances. En plus, tu vois, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu peux postuler à Pôle emploi en fait. Oui et non. Okay. Enfin, oui, mais je crois qu'ils ont interdit ça. Ils mettent des okay. Ouais, c'est quand même un peu la vraiment la vie ouais, ça c'est vraiment la vie quand même. Mais ouais, maintenant je crois que c'est contrat de 12 mois obligatoire. Ok. Mais oui, il y en a qui le faisaient. Ça peut être. Ça, c'était vraiment la vie de la laisse tomber. mais en général, t'as un contrat de 12 mois, donc t'es payé même pendant tes vacances. Ouais, bien sûr. Et voilà, si je te dis, si tu vis. Bon, après, c'est un choix, hein. Tu peux être sélectionné en équipe de France et te dire non, j'y vais pas et je prends mes vacances, tu vois. Après, t'as des joueurs qui coupent vraiment et qui font plus rien, mais quand t'es un peu sérieux et que tu veux faire une bonne saison après, t'es obligé d'aller quand même un peu en muscu et t'entraîner, sinon tu reviens, t'es une larve, quoi. Ah ouais, non, t'es obligé. Mais moi, je pense que t'es obligé, tu coupes 2 semaines, 3 semaines, on va dire, pour que ton corps il se remette d'un peu tout ce qu'il a pris toute la saison, on va dire. Ouais. Mais après, t'es obligé de t'envoyer. Hein. T'es obligé. Là, moi, j'ai arrêté 1 semaine et demie, un truc comme ça. Où t'as rien fait. Ouais, où j'ai rien fait. Et chaque jour, au bout de 4-5 jours, je me dis, putain, là, je dois être en train de perdre de ouf et tout. Tu sais, je suis comme un ouf en me disant, putain, là, faut que j'aille en muscu parce que je venite, je vais être naze et tout, tu sais. Comme ça, j'étais. Alors que non, c'est bon, 1 semaine et demie, ça va aller, tu vois. Je vais perdre 10% dans mes max. Ouais, voilà, tu sais, vraiment. Du coup, là, je me suis envoyé comme un fou, donc c'est bon. Non, t'es obligé, surtout 4 mois. Hein. 4 mois, t'as même meilleur temps de faire du volley, hein, quand même, un peu l'été. Hein. Ouais, bien sûr. Les tournois, quoi que ce soit, mais faut toucher la balle parce que 4 mois sans toucher la balle, tu reviens en août. En tout cas, moi. Tu vois, Jocelyn, coach du CNVB, il me disait, toi, il y a des mecs, le ballon, ils les aiment bien. Toi, le ballon, il t'aime pas. Il faut que tu fasses du volley. Toi, le ballon, il t'aime pas, tu vois. Bon, c'est peut-être pour ça que je suis pointu aussi, mais non, je sais que je suis pas le plus à l'aise techniquement qui soit. J'ai de te maintenir. Je sais que si un jour j'ai 3 mois de vacances, faut absolument que je fasse 3-4 tournois, 5 tournois, que j'aille au beach, que je m'entraîne au volley, c'est sûr. Là, on parlait, je voulais entamer cette 4e partie parce qu'en gros, je fais toujours un petit point sur ta situation perso. Ensuite, je parle de la situation en club, sélection nationale. Et ensuite, j'ai toujours un sujet un peu plus ouvert, tu vois. Et le dernier sujet, c'est question oui, non, question rapide. Et là, je voulais parler avec toi de justement ce retard technique dont tu as parlé, mon analyse, hein, mais t'en as déjà parlé en interview où tu disais que voilà, tu avais un retard technique que tu voulais essayer de combler. Est-ce que déjà tu penses que tu le combles de plus en plus et tu te considères encore beaucoup en retard ? Non, je pense pas. Je pense que je me considère pas beaucoup en retard. Franchement, je pense que j'ai rattrapé le retard, on va dire. Mais pendant longtemps, c'est vrai que j'ai été beaucoup en retard techniquement, même jusqu'à ce que je sois rentré au Pôle France. J'étais quand même en retard techniquement, je trouve, pas mal, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais joué en réception aussi, alors que finalement, j'ai pas le physique du pointu, on va dire. Je suis pas immense, je fais 1m97. Pour un pointu, on va dire, c'est pas grand, quoi. C'est même plutôt petit. Surtout de plus en plus maintenant, tu vas à 2 mètres, 2m10 et tout. C'est clair. Si tu parles à l'international, c'est même plutôt petit. Hein. Donc, avec ma taille et mon physique, le poste idéal, on va dire, ça aurait été plus réceptionneur attaquant que pointu. Mais j'étais peut-être pas assez technique. J'ai commencé. Ouais, tu vois, je suis pas né avec le ballon dans les mains. Bon, et donc, non, techniquement, en réception, je pense que j'avais pas le niveau. Peut-être que ça l'aurait fait, hein, mais il aurait fallu que je force plus sur ça, quoi. Et pourquoi tu veux... Parce que du coup, je l'ai lu ça dans une interview, tu disais que je veux compenser mon retard technique. Ouais. Pourquoi tu veux le compenser ? Parce que voilà, tu veux être un joueur plus complet et compter moins sur ton physique, ou parce que tu te dis, bon, là j'ai 22 ans, ça va, mais bon, quand j'aurai 35, peut-être que mes genoux ils vont me dire, frérot, là c'est chiant, tu vas peut-être moins sauter, quoi. Ouais, c'est un mix de tout. Déjà... Je sais qu'être joueur complet, ça peut que t'aider. Ouais. Ça peut que m'aider. Tu vois, par exemple, là, quand on joue des grosses équipes, on rentre en réception à 4. J'ai envie d'être capable de rentrer en réception sur un gros service matché, tu vois. J'ai pas forcément de rentrer sur un flottant ou quoi que ce soit, mais par contre, tenir un gros impact au-dessus de moi, je veux pouvoir le faire, tu vois. Et donc ça m'arrive de faire un petit peu de réception, bon, même si c'est pas souvent, hein, quand même, franchement. Mais tu vois, j'ai quand même envie d'être capable de faire ça, aider et de compenser. Je sais que, tu vois, Théo, fort. Il y a une époque où il jouait à Montpellier et il y a 2 R4 qui se blessent, donc ils n'ont plus personne pour jouer en 4. Donc lui, il a joué en 4. Il a joué en 4 avec le dernier R4 qui restait, qui n'était pas blessé, et ils ont mis le deuxième pointu à la pointe, tu vois. Oui, c'est vrai, ok. Et donc Théo, il a tenu des matchs, ils ont gagné des matchs, genre 3-4 matchs comme ça, lui, il joue en 4. Mais bon, je dis pas que je veux faire ça,
Mais c'est quand même un aspect quand même non négligeable de pouvoir faire ça, tu vois. Mais de plus en plus dans le volley moderne, tu vois des pointus qui viennent prendre la récep. Ouais. J'ai encore vu là avec Mujanovic à Poitiers qui vient prendre la récep sur des gros serveurs ce match. C'est vrai que ça a peut-être évolué dans ce sens-là, tu vois, à l'avenir. Ouais, bah je pense, parce que quand tu vois là. Les serveurs, c'est n'importe quoi. Tu vois, t'as vu le match hier en Italie? Non. Bah, hier, entre Loubet et Perugia? Ouais, je crois qu'il a mis 7 aces Bottolo hier. Ok. En 3-0. Je crois, hein. Tolo, c'est ouf comment il a explosé aussi. Parce que c'était explosé lui. Ouais. Mais quand tu regardes, tu vois, les 2-3 matchs que j'ai regardés, que ce soit demi et finale, t'as un nombre d'aces, c'est impressionnant, quoi. Et des fois, tu te trouves, c'est un truc que tu disais en interview aussi, est-ce que encore maintenant, tu te trouves des fois trop inconstant? Ouais. Bien évidemment. C'est une des raisons aussi pourquoi je reste en France. Parce que je pense qu'il y a encore énormément de choses à travailler, que ça soit dans la constance, comme tu dis, et prise de responsabilité. J'ai envie d'avoir les épaules pour partir à l'étranger et de savoir que une année en France, ça m'apporterait pas plus, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que je l'aborde la saison prochaine. J'ai envie de prendre encore plus de responsabilités et de la constance pour avoir les épaules pour aller chercher plus gros après, quoi. C'est sûr que je manque de constance encore. On l'a vu là au play-off, où il y a eu des matchs il y a eu un match où j'ai été beaucoup moins présent. Même si j'ai été bon sur les 2 autres matchs, ça me doit d'être présent en play-off aux 3 matchs, tu vois. Donc c'est sûr que c'est des choses à travailler. Et donc je suis content de pouvoir les travailler encore là l'année prochaine et d'affiner mon jeu, d'augmenter ma palette technique. Ça, c'est des choses que je vais travailler l'année prochaine parce que je pense que c'est essentiel. Et je vois que les équipes, elles se préparent de plus en plus à mon style de jeu et que les mecs, ils sont tous en dehors du terrain en défense. Donc je me dis que non, il y a une petite feinte, ça voilà, tu vois, là, contre Chaumont, j'ai beaucoup fait ça parce qu'en analysant, en fait, il y a 2 mecs qui sont dehors du terrain, quoi, quand j'attaque. Donc du coup, c'est bien, je pense que c'est plus facile d'apprendre des coups techniques que d'apprendre à frapper fort. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr, tu peux pas, entre guillemets, tu peux pas apprendre à frapper fin. Ouais, bien sûr. Bah, c'est comme, tu peux l'améliorer, mais... C'est comme au pôle, quand ils sélectionnent sur la taille, ils peuvent t'apprendre le volley, mais ils peuvent pas t'apprendre à grandir, quoi. Voilà, je pense que après, tu peux t'améliorer, tu pousses en muscu, etc. pour taper plus fort, c'est sûr, hein. Mais c'est sûr que c'est plus facile d'apprendre à faire une roulette que taper fort le haut des mains. Je pense en tout cas, je pense. Une question que je voulais te poser parce que tu vois, genre sur ton parcours, t'as pas eu non plus le parcours où toutes les portes étaient ouvertes. Quand t'étais jeune, on t'a dit frérot, techniquement c'est chaud. Clairement. Là encore, même l'année dernière, t'étais remplaçant avec les Bleus, avec les Bleuets. Tu gardes la foi, tu vois. Est-ce que tu t'en parles beaucoup autour de toi? Comment tu restes concentré et t'as pas ce truc qui dit putain, vas-y, ça me fait chier, quoi? Alors, c'est plusieurs choses. Déjà, je pense, faut pas forcément toujours faut te comparer aux meilleurs parce que t'as envie d'aller vers leur niveau, tu vois. Je pense à des mecs qui dominent, tu vois, Noah, il a 17 ans et le mec, il est dans les nominés meilleur réceptionneur attaquant de la ligue, tu vois. Ouais. Mais si tu te compares à des mecs comme ça, tu te dis, moi, à 17 ans, je faisais ça, t'avances pas, en fait. Faut pas se comparer de cette manière-là. Faut apprendre ce que tu peux apprendre de ces gens-là, tu vois. Noah, niveau technique, niveau coup, niveau de la palette technique qu'il a, je sais que moi j'ai énormément de choses à apprendre de lui, tu vois. C'est pour ça pourtant il a 17 ans. Non mais et pourtant il a 17 ans, tu vois. Mais il faut pas avoir trop d'ego et te dire mais regarde lui, il fait tout ça à 17 ans, moi j'ai 21, je le fais pas, tu vois. Non, faut pas le prendre comme ça, faut plutôt voir ce que le mec il peut t'apporter et le prendre comme ça, sinon t'avances pas en fait. Si tu sans cesse te compares et vois que le négatif de ce que lui il a en plus de toi et que tu te rabaisses par rapport à ça, t'avances pas. Donc c'est sûr, je sais que je suis pas le meilleur pointu de France, de ma génération, de quoi que ce soit. Je vois, il y a des mecs de ma génération qui dominent déjà en Italie, moi c'est pas le cas. Mais je sais que par contre, je peux regarder ce que ces mecs ils font et apprendre d'eux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre toujours et apprendre de ce que les meilleurs ils font. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour progresser, je pense. Quand t'es pro, etc., les gens se disent putain, le gars, c'est incroyable, il joue tout le temps bien et tout. Et pareil que moi avec les vidéos sur les réseaux, tu vois, les gens ils se disent putain, mais le gars est toujours de bonne humeur et tout, machin, ça va toujours bien dans sa vie. Ouais. Mais pas du tout. Moi, je trouve ça important de dire que des fois, t'as des vrais moments où ça va pas, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu te poses 1000 questions, quoi. Ah non, mais forcément, ça arrive et je pense que ça arrive quasiment à tout le monde. Après, c'est un truc où tu dois travailler dessus aussi et c'est de la confiance en soi, c'est la confiance en son jeu. Moi, je sais que par exemple, là, cette saison, j'avais fait un très mauvais match contre Montpellier quand on les a reçus. J'avais très bien joué au service, mais j'avais pas été bon à l'attaque. Bref, voilà, j'étais pas là, quoi. Et on jouait le mardi, et on avait joué le vendredi, tu vois. Et on jouait le mardi d'après. Et donc, je sais que j'avais 3-4 jours où je me disais, là,
comment c'est possible que je descende si bas, quoi? Faut que. Il est où mon jeu, machin? Je me suis posé des questions, tu vois. Et au final, le mardi, on a gagné 3-0, j'ai fait MVP, j'ai fait un super match, top, tu vois. Donc, faut avoir confiance en soi, savoir qu'on peut toujours rebondir. Mais c'est sûr qu'il y a forcément des phases comme ça où c'est moins bien, où tu te dis que t'as plus confiance en toi, etc. Mais je pense aussi que c'est toujours comme ça. C'est quand j'ai commencé le volley, je voyais les mecs du Pôle Espoir, je me disais, ouais, c'est un truc de ouf. Quand j'étais au Pôle Espoir, je voyais les mecs du CNVB, je me disais, je rêve d'être là, etc. Et c'est toujours comme ça. Donc les mecs, forcément, qui commencent le volley, ils nous voient en se disant, eux, leur vie, elle doit être parfaite. Tu vois, ils jouent en pro, ils jouent super bien, etc. Comme si on n'avait pas de problème, alors qu'en réalité, on a toujours des problèmes. Enfin, on a toujours des matchs moins bons, des phases moins bien, etc. Ça arrive à tout le monde, quoi. Je veux dire, on n'est pas surhomme parce qu'on joue en professionnel. En fait, c'est ça que je veux dire, quoi. Et moi, je vais donner la mienne après. Mais est-ce que t'as, toi, un truc quand tu sais, genre une routine ou quelque chose que tu fais tout le temps quand t'arrives dans une période où ça va moins bien, tu vois? Genre, t'as pas de truc précis, une personne à qui tu parles ou... Non, bah, je sais que mon père, il m'aide pas mal dans ces moments-là parce que bah, il a fait un DU prépa mental, donc, et puis même, il a fait un petit peu de haut niveau. Il m'aide beaucoup pour ça. Donc je sais que dans ces moments-là, il va être là et il va me dire quelques mots pour comment avancer et comment prendre la chose de l'avant. Après, non, j'ai pas de routine vraiment. Non. Ok. Toi, t'as une routine du coup? Bah, mec, de base, moi j'en parle beaucoup à madame. Ouais. Mais hier soir, j'avais plein de doutes sur un sujet. Ok. Dormais. La vérité, j'ai fait un pavé à ChatGPT. GPT, il aide pour ça. Ok, ouais. Bon, ça peut être un. Mais je te jure, j'avais l'impression d'être un fou. Je lui ai sorti un pavé comme ça. Je lui ai dit, putain, mais je veux faire ça, mais là, j'hésite sur ça. Il m'a dit, non, mais prends ton mal en patience. S'il peut t'aider. S'il peut t'aider, c'est bien. Non, mais c'est fou. Je pense qu'il y a pas mal de gens de plus en plus. ChatGPT, l'historique, il devient plus dangereux que les messages privés sur Instagram. Ah, ouais, c'est possible, c'est possible. Bah, si ça peut aider des gens, écoute, c'est les points positifs de ces outils-là. Hein. Si ça peut aider des gens, yes. Dernière partie, du coup, la petite partie la fameuse partie en réponse oui non. Je suis prêt. T'es prêt? Ouais. L'année prochaine, seras-tu encore le meilleur serveur de la ligue? Oui. J'ai de la concurrence qui arrive, j'ai vu. J'ai vu le Bulgare là, qui arrive à Tourcoing. Plus d'âge que moi cette saison, je crois. Ça, c'est sûr. C'est bien, ça donne un peu de motivation. Mais c'est bien, ça peut que me pousser vers le haut. Je trouve que certains joueurs ne prennent pas assez leur carrière au sérieux. Oui. Est-ce que tu te considères chanceux, méritant ou les deux? Les deux. Si j'extrapole un peu sur les salaires et tout, tu préfères prendre 500 000 en Turquie ou 250 en Italie? Si demain j'avais les deux là? Ouais. 250. En Italie? Ouais, 100%. Ok, peut-être que plus tard, un jour... Ouais, en fait, ouais. Mais jouer dans un grand championnat comme ça, t'es obligé de le faire, quoi. Pour moi, Italie-Pologne, t'es obligé de le faire. Après, tu vas où tu veux, mais je sais pas, Italie-Pologne, c'est trop... Quand t'es jeune, quoi. Ouais, surtout quand t'es jeune, que tu dois te montrer, etc. T'aurais pu jouer à un autre poste que pointu. Réceptionneur attaquant en N3, peut-être, mais... En N3, abuse. Non, j'abuse un peu. C'est pour augmenter ma playlist personnelle. Est-ce que t'as une musique que tu mets tout le temps quand tu veux casser un match, tu vois? Genre cette musique-là. Waouh. Mettre du Travis, mais après, quelle musique, en vrai? Je sais pas. Okay. Du Travis, j'aime bien. En général, Travis, avant le match, ça passe bien, quand même. On y a déjà répondu, mais est-ce que t'as hésité à partir de Toulouse? Un peu, ouais, quand même. Content ou triste que Noah Duflo parte à la Louvain? Content pour lui, mais triste pour moi. Déçu. On va dire pas triste, déçu. Pour moi. Première question, est-ce que ça t'a plu? Mais carrément, c'était un plaisir. Trop bien. C'était vraiment cool. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, merci beaucoup de ton temps. Écoutez, à bientôt pour un prochain épisode. Ouais.